Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 12 mai avec les résultats de la présidentielle aux Comores. Avec 2271 voix contre 1308 pour son rival Mohamed Ali Soilihi, c'est donc l'ancien président putschiste Azali Assoumani qui est élu à la tête de l'archipel de l'océan Indien. L'élection partielle qui s'est déroulée hier à Anjouan a livré ses résultats provisoires. Ils ont été rendus publics très tôt ce matin par la commission électorale des Comores. Le scrutin, dont le second tour, on vous le rappelle, a été partiellement réorganisé hier suite à l'observation d'irrégularités et de violences le 10 avril dernier, a été placé sous haute surveillance et avec le déploiement notamment de 200 militaires. Les votes des 6305 électeurs d'Anjouan concernés par cette partielle se sont cette fois-ci déroulés dans le calme et les bureaux de vote ont fermé à 18h locales. L'investiture du nouveau président est maintenue au 26 mai. Le tourisme en berne dans la zone UEMOA, c'est le constat fait hier par des experts du secteur réunis au Niger. Les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient représentés dans la salle de conférence du Grand Hôtel de Niamey. Au menu des discussions, trouver les moyens à mettre en œuvre pour relancer l'activité touristique dans l'Union. Un tourisme, vous le savez, frappé de plein fouet par les récentes attaques et menaces terroristes au Sahel. Selon les experts de l'UEMOA, je cite, les recettes du tourisme ont chuté de 3% pour se situer à 539 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 822 millions d'euros. Et début 2016 a été difficile pour cette année, pour cette branche économique qui représente 2,1% du PIB communautaire selon l'organisme. Et d'après l'expert Gustave Diasso, les activités touristiques ont baissé de 6% également depuis 2015 dans la zone UEMOA. Parmi les solutions envisagées hier par les différents représentants nationaux, il y a celle de travailler sur le marché intérieur africain du tourisme. Explication. Les résultats touristiques ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous avons enregistré des contre-performances sur le plan touristique, donc une baisse de l'ordre de 6% des flux du tourisme à destination de notre espace. Et cette baisse est justement due au contexte sécuritaire, aux différents attentats qui ont eu lieu et qui ont porté atteinte à l'image touristique de la région. Vous avez beaucoup d'opérateurs qui ont fermé. Vous avez beaucoup qui ont mis en congé le personnel. Il y en a qui ont même révoqué le personnel. Dans d'autres pays, je pense que la situation n'est pas brillante. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que le tourisme, qui constitue le plus grand danger pour le tourisme, soit vraiment éradiqué. Nous avons subi une attaque terroriste en mi-janvier 2016 et notre direction qui s'occupe des statistiques touristiques et des enquêtes touristiques a fait un travail sur les impacts de cette attaque. Et il ressort que nous avons eu 2900 réservations de chambres annulées. Il y a eu une naissance d'une classe moyenne, de plus en plus nombreuse et assez nantie, qui peut donc pratiquer l'activité touristique au sein de nos États et de façon intracommunautaire. Et donc nous sommes en train de réfléchir sur les dispositions et les actions à prendre pour pouvoir accompagner l'émergence donc de cette nouvelle forme de tourisme et de ce nouveau type de clientèle. Autre rencontre économique sur le continent, le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique, consacré aux nouvelles technologies cette année. Nous vous le disions hier soir dans notre édition Vox News, plus de 1200 participants de 70 pays différents sont réunis à Kigali, au Rwanda, pendant 3 jours. Un premier constat a émané de la première journée de réunion hier. Si l'Afrique veut profiter de la révolution numérique, elle doit d'abord résoudre ses problèmes d'approvisionnement énergétique. Écoutez. La transformation digitale nous donne la possibilité d'un réel progrès rapide. Des progrès par exemple dans les échanges commerciaux entre les pays africains, tout en s'adressant à la problématique du déficit énergétique
et à la problématique des progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture. Je vais me concentrer sur ces 3 aspects-là, sans oublier le e-commerce. Rien qu'en 2013, j'avais déjà dit qu'il y aurait environ 8 milliards de dollars en jeu et on estime que si nous pouvons accélérer la cadence d'ici 2020-2025, cela pourrait augmenter jusqu'à 50 milliards de dollars. Le problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat reste un problème majeur pour la jeunesse. Et ajoutons à cela les nouveaux défis qui émergent liés à la mondialisation, comme par exemple comment les pays affectés par la crise des prix du pétrole peuvent continuer à investir dans leur population. Donc c'est un problème majeur car il y a beaucoup d'investissements réalisés par les gouvernements, notamment dans l'éducation et les services de santé qui sont en danger. Comment nous nous développons? Quels sont les défis que nous avons sur le continent africain? Comment nous allons réfléchir et agir face à cela? Nous n'allons pas seulement raisonner en tant que ce que peut faire le gouvernement, mais aussi ce que peut faire le monde des entreprises. Comment nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer d'un développement durable? Comment nous allons faire face aux défis de la croissance économique et comment inclure tout le monde dans cette croissance? Nous avons choisi ce chemin, celui d'une économie basée sur la connaissance. Nous devons être une économie basée sur le secteur des services. Cela veut dire que nous devons prendre conscience que les sciences de l'informatique et de la technologie sont les piliers qui peuvent tirer la croissance économique. Et nous en voyons les bénéfices. En tant que pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, en tant que pays qui n'a pas accès à la mer, nous pensons que l'industrie de la technologie va devenir très très utile en termes de levier économique. Décidément, beaucoup de rencontres hier sur le continent africain. On continue avec la visite d'État en Tunisie du chef du gouvernement d'unité libyen. Fayez Al-Sarraj a été reçu hier à Tunis par le président Béji Caïd Essebsi. Au programme de cette rencontre qui s'est tenue au palais présidentiel tunisien, la coopération entre les 2 pays. Pour rappel, Fayez Al-Sarraj a été désigné, conformément aux accords de Skirat, président du Conseil présidentiel et Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen. C'était en décembre 2015. Après une prise de fonction le 12 mars dernier en exil à Tunis, M. Sarraj a finalement installé son gouvernement à Tripoli, en Libye, le 30 mars dernier. La renaissance d'un espoir de stabilisation du pays après la crise qu'il traverse depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi ou encore une réouverture espérée de la Libye sur le monde. La nouvelle est récente. 15 personnes au moins sont décédées dans un accident d'autocar au Burkina Faso. L'accident de la route qui s'est produit lundi dans la localité de Touessé, située à 70 km au sud de Ouagadougou, a également entraîné des blessures chez au moins une trentaine de personnes. Il semble que le conducteur du véhicule prévu pour 32 passagers au maximum ait perdu le contrôle lors de son trajet censé relier la capitale Ouagadougou à la ville de Manga. Un excès de vitesse ainsi qu'un blocage de la direction de l'autobus seraient responsables du désastre. La famine pourrait bien toucher la moitié de la population du Soudan du Sud d'ici à 3 mois. Ce constat, c'est le programme alimentaire mondial qu'il dresse. Selon le PAM, environ 5 millions de personnes pourraient souffrir d'une famine aiguë pendant la saison maigre qui arrive. Parmi les causes, les 2 années de conflit traversées par le pays, une économie en ruine, une inflation du prix des produits alimentaires ou encore des précipitations irrégulières. Témoignages dans différentes villes du pays. Je pars avec colère et tristesse parce que la faim me force à quitter mon pays natal. Votre pays est votre pays. S'il y avait quelque chose à manger, je ne penserais même pas à partir. Nous augmentons notre action dans ce domaine afin que nous puissions être en mesure de nourrir ces populations. C'est un processus que nous commençons et pour lequel nous avons besoin d'énormément de soutien et c'est pourquoi nous faisons appel à tous nos partenaires donateurs qui nous ont soutenus jusque-là pendant les 2 dernières années du conflit à s'investir encore plus. Un mot de sport à présent. Tout comme son voisin le Kenya, l'Éthiopie souhaite redorer l'image de son athlétisme. Après une mise en demeure de la Fédération internationale d'athlétisme, l'Éthiopie a décidé donc de renforcer sa politique de contrôle antidopage et elle a commencé à appliquer des tests de dépistage. Ces mesures font suite aux différents soupçons de dopage qui touchent les athlètes les plus en vue du pays, mais dont on ne connaît pas les noms. La lutte commence dès maintenant. Par exemple, pour la première fois dans une compétition nationale, 35 athlètes ont subi un contrôle antidopage aléatoire lors des
des championnats d'Éthiopie des 23 et 24 avril dernier. Et le week-end dernier, 5 coureurs éthiopiens qui participaient, eux, au championnat du monde de marche par équipe à Rome, en Italie, ont également été testés avant leur départ. Et selon Bililine Mekoya, le secrétaire général de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, le dopage est un problème global qui touche beaucoup de pays et n'épargne pas évidemment l'Éthiopie. Par ailleurs, certains athlètes éthiopiens ignorants seraient laissés tromper par des produits qui leur sont proposés. Entre vitamines et dopants, pas toujours facile de faire la différence. Écoutez. Nous devons lutter contre le dopage. Il n'y a aucune excuse pour nos athlètes qui se dopent. Même notre gouvernement a ajouté une sanction supplémentaire à la peine de l'IAAF. Donc nous sommes sérieux à ce sujet. Nous avons terminé le championnat éthiopien. Pendant ce championnat éthiopien, nous avons pris un échantillon. Nous prenons des échantillons, donc ils étaient envoyés au Qatar, à Doha, et nous verrons le résultat. Donc c'est une mesure sérieuse et nous avons aussi commencé à prévenir parce que l'enseignement est meilleur que la sanction. Le Premier ministre a décidé que chaque athlète doit être exempt de dopage parce que l'athlétisme est la fierté de l'Éthiopie. Chaque athlète sera exempt de dopage et l'Éthiopie l'a inscrit dans son code pénal, l'article 5.6 jusqu'à 5 ans de prison. Il y a des managers étrangers qui trompent les athlètes dans le mauvais sens pour leur prendre de l'argent. Ces managers sont très fourbes et ils ont convaincu certains athlètes qu'il existe un raccourci vers le succès. Les athlètes soupçonnés de ce genre d'activité ne sont pas ceux qui ont représenté notre pays lors de compétitions internationales. Refermons ce journal à l'international. La nuit est longue au Sénat brésilien, où vous le savez, l'avenir de la présidente est soumis au vote des sénateurs depuis hier. Le mandat de Dilma Rousseff sera-t-il suspendu? Sera-t-elle alors soumise à un procès en destitution? La séance plénière qui se tient depuis hier matin est en tout cas historique. Les 78 sénateurs présents sur un total de 81 ont pris la parole à tour de rôle pendant 15 minutes pour défendre ou pour accabler la présidente. À 22h locales hier, en tout cas, à peine la moitié des sénateurs avaient pu s'exprimer. A priori, l'issue du vote laisse peu de place au doute. L'opposition de droite affirme disposer largement de la majorité simple requise, soit 41 votes, pour suspendre Mme Rousseff de la présidence pendant un délai maximum de 180 jours et la soumettre donc à un procès. L'impopulaire dirigeante de gauche au Brésil est accusée, on vous le rappelle, d'avoir maquillé des comptes publics. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 12 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée. À bientôt sur Vox Africa.